suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour du coup ce tout premier épisode donc de ce podcast qui s'appelle Bien vieillir dès maintenant. Donc un spécialiste de la longévité et du vieillissement et j'ai la chance de te connaître depuis plus de 20 ans. Donc du coup l'idée c'est de rester aussi naturel que dans la vraie vie et je vais te poser quelques questions sur justement comment bien vieillir. Alors, avant de te présenter, je vais quand même te dire que tu as écrit un livre qui fait référence, hein, Je décide de bien vieillir, donc signé du professeur Éric Boulanger. Mais dans le plus simple, parce que tu as voilà, une multiplicité de titres, je te propose de te présenter, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Alors, bonjour Olivier, effectivement, on se connaît depuis plus de 20 ans, voire presque 30 ans, ça faut pas le dire. Merci beaucoup de me donner cet honneur d'être le premier à être sur tes podcasts. J'espère une très très longue série. Donc moi je m'appelle Éric Boulanger, je suis professeur de gériatrie et biologie du vieillissement au CHU de Lille et faculté de médecine de Lille. Alors j'aime pas trop le titre de gériatrie parce que comme tu l'as vu, je travaille beaucoup sur la prévention. Donc, je préfère dire médecin du vieillissement. S'il fallait trouver ou inventer un nouveau mot, je dirais plutôt préventologue ou fragilologue. C'est intéressant, mais on va y revenir. Est-ce que tu peux définir ce que c'est bien vieillir pour toi? Alors aujourd'hui, bien vieillir, c'est garder toutes ses capacités cognitives, mentales, de mémoire, plus toutes ses capacités physiques, c'est-à-dire savoir se mobiliser, marcher, sortir, pouvoir aller où on veut, quand on veut, et garder de l'interaction sociale. C'est vraiment ces trois dimensions qui permettent de dire je suis dans un bien vieillir ou un vieillir bien. Alors, On va revenir pour cette voilà, exactement. Alors, si on récapitule, donc trois dimensions. La première, physique, donc devoir se déplacer quand on veut, où on veut. La deuxième, mentale, du coup, cognitive. Donc là, c'est avoir toutes ces capacités, comment dire, dans la thèse. Oui. Mentale. Et la troisième, l'interaction sociale. Donc voilà, rester en lien avec les autres, être toujours dans le lien à l'autre. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que dans ton livre, tu insistes sur cette notion bien vieillir, vieillir bien. Donc toi, tu es plutôt partisan justement du vieillir bien. Ouais. Alors le bien vieillir, c'est un mot très à la mode, tout le monde en parle, tout le monde veut bien vieillir. Il y a beaucoup de cyberéconomie et d'argent sur le bien vieillir. Nous, en tant que médecin, on doit donner effectivement des recommandations qui on est parfois un peu dures, un peu sévères sur tout ce qu'il faut bien faire. Donc ça, c'est le bien vieillir. Et le vieillir bien, j'aime bien avoir cette notion de vieillir bien, c'est-à-dire que j'ai conscience de toutes les cases que je dois cocher, mais il y en a peut-être une ou deux que je ne coche pas parce que c'est du plaisir pour moi. Et la case plaisir, elle est très très importante dans le vieillissement. Donc, c'est-à-dire il faut pas se faire violent de vouloir tout bien faire parce que c'est plus du bien vieillir, c'est même plus du vieillir. Donc voilà, c'est garder cette dimension plaisir qui doit être aussi au cœur de l'avancée en âge, hein, c'est-à-dire qu'il faut garder cette dimension. Parfait. Alors, du coup, deuxième question que j'avais envie de te poser, est-ce que tout le monde est en mesure de bien vieillir? Est-ce que c'est voilà, quelque chose qui est fait pour tous? Alors, tout le monde doit mettre toutes les chances de son côté pour bien vieillir. À la réponse, est-ce que tout le monde est capable de bien vieillir? La réponse, c'est oui. Mais malheureusement, on ne peut pas tout prévenir. Il y a des maladies qui ne sont pas évitables, celles pour lesquelles on ne connaît pas les facteurs de risque ou pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de facteurs de risque, ou c'est malheureusement un peu la roulette russe. Je prendrai comme exemple à un âge assez jeune la maladie de Crohn. Ça nous tombe dessus aujourd'hui, on ne connaît pas, c'est pas dire si on veut éviter la maladie de Crohn, on ne sait pas le faire. On sait qu'aujourd'hui, dans le vieillissement, il y a une part qui est génétique, qu'on hérite, pour laquelle on ne veut rien, puisqu'on hérite de son papa et de sa maman. C'est à peu près 20% de son vieillissement. C'est relativement peu. Enfin, c'est relativement dire 20%, c'est... Retenons 20. Et donc, les 80% restants, ce sont des maladies qui sont non génétiques par définition, non héritées. Et dans ce 80%, il y a un très grand pourcentage, mais on n'a pas le chiffre, de maladies évitables et un certain nombre de maladies non évitables. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est évitons les maladies évitables. La plus belle
entre guillemets, des maladies évitables, c'est le diabète de type 2. Donc, du coup, aussi, ce qui est intéressant, c'est, bon, ce que j'ai appris, c'est qu'il est jamais trop tard. Hein, c'est que, bon, alors voilà, même si on peut se dire, bah non, maintenant, j'ai 60, 65 ans ou 50 ans, bah je le fais pas, il est trop tard. En réalité, si c'est pas le cas, l'organisme, Non, il est jamais trop tard. Alors, plus on va loin dans son vieillissement et plus on va loin dans son vieillissement pathologique, plus c'est difficile de se remettre en route. Il y a des choses très simples, là, par exemple pour le vieillissement physique, notamment pour le muscle et l'os, c'est la marche. On va marcher, tout le monde sait faire, c'est gratuit et on peut le faire quasiment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, globalement. Donc ça, c'est une recommandation très très simple. Alors on dit idéalement 30 à 40 minutes de marche au moins 5 jours par semaine. alors c'est de la marche, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un débat sur marche normale ou marche dynamique. Voilà, qui signifie quand même un effort. Exactement, ça un petit peu violent, il faut sortir de sa zone de confort de la marche. Par exemple, pour le cerveau, c'est la lecture. Hein. Lire, aujourd'hui, c'est pareil. Quasiment tout le monde sait lire et ça coûte pas cher de lire. On peut lire sur un ordinateur, on peut lire sur une tablette, on peut acheter des bouquins. Comment faire pour bien vieillir? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose tous. Alors, ce qui est malin, c'est que tu as réussi à, comment dire, à passer un message relativement simple à partir des 5 doigts de la main. Donc, peut-être que tu peux nous raconter ces 5 biens, justement. Bah, bien vieillir, ça se décompose entre différentes... Alors, déjà, il faut le vouloir. C'est comme arrêter de fumer, il faut le décider. Avant d'aller sur les 5 biens, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde attend l'élixir de jouvence, le truc tout simple, on n'a rien à faire. On se prend une pilule, on se met une crème ou je ne sais quoi, et puis on reste très passif. Non, on parle aujourd'hui d'aller sur une démarche de vieillissement actif pour un vieillissement réussi. Alors, peut-être qu'il faut se faire violence, mais il ne faut pas rester passif. Et notre vieillissement actif, aujourd'hui, si on veut faire assez simple, il est holistique. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur une chose. Et donc, il y a le bien dans mon corps. Donc là, c'est je fais de l'activité physique. Donc ça, c'est le premier bien. C'est le premier bien, l'activité bien dans mon corps. Alors, on va dire pour le muscle, le mieux, c'est la natation. Alors, peut-être qu'on va, je te propose de noter les 5 biens et après, on va rentrer en détail. Il y a le bien dans mon corps, c'est bien dans mon physique. Le bien dans ma tête, c'est le cognitif. Le bien manger, c'est la nutrition. Après, il y a le bien voir, le bien entendre, donc ça c'est de la même chose. Et puis, il y a l'interaction sociale, bien avec les autres. Si tu peux nous donner justement des actions concrètes sur chaque bien. Ouais. Alors, pour le physique, la marche. Alors, si on veut aller sur le physique plus en détail, le muscle aujourd'hui, c'est plutôt la natation. Et les os, parce que ça vieillit un os, hein, c'est la marche nordique. Pourquoi? Parce qu'il y a les bras, il y a les jambes, et pour que l'os soit assez vite, il faut qu'il y ait des microtraumatismes. Dans l'eau, il n'y a pas de microtraumatisme sur l'os, mais ça lutte, et ainsi de suite. Donc la marche, globalement, elle lutte aussi un petit peu. Alors, vaut mieux faire la marche nordique que de la marche, si on a le choix. Oui. Alors, regarde, l'idéal, c'est la marche nordique avec des bâtons, parce que ça fait à la fois travailler l'os et le muscle. Et ça donne des microtraumatismes, et sur les jambes, parce qu'on marche sur ses jambes, et sur les bateaux. Et alors, une autre notion sur le vieillissement physique, aujourd'hui, on a tous très peur du vieillissement cognitif, et c'est normal. Le vieillissement cognitif, on connaît les facteurs de risque, on sait ralentir le vieillissement cognitif, mais on ne sait pas d'inverser. Alors que le vieillissement physique, ça c'est un message fort que je veux bien pas passer, c'est que le vieillissement physique, on sait le ralentir, marche nordique, natation, mais on sait réverser. C'est-à-dire, on peut... quelqu'un qui manque de muscle, on le met sur un tapis roulant de 8h à 20h, et il va faire du muscle, il va faire de l'os. Moi, ça va le réverser. Alors que quelqu'un qui a tous les âges. Je veux dire, à 70 ans, à 75 ans. Oui. Au quotidien, on sait réverser un vieillissement physique. Et on l'a négligé. Alors après, le bien dans ma tête, donc pour cette deuxième bien, c'est pour le vieillissement, on va dire, cognitif. Alors là, on s'est prémis, puisque j'ai annoncé les facteurs de risque, mais on ne sait pas le réverser. Je dis, il n'y a pas moyen de faire ça. Et donc, une chose simple, c'est la lecture. Hein, je disais, c'est facile, tout le monde sait lire. Et puis également, alors tout le monde parle des mots croisés, des mots fléchés sur le cul, et ainsi de suite. L'important, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est se faire un peu violence, c'est-à-dire, je vais chercher des choses dans mon cerveau avec lesquelles j'ai pas l'habitude de travailler. Et ça, c'est important parce que si on est dans sa zone de confort,
Mais le cerveau, il peut stimuler, c'est un peu comme les muscles, hein. Si on se laisse aller dans une sédentarité, si le cerveau reste sédentaire et travaille que sur ses bases, il part dans un vieillissement. Alors, le troisième bien, du coup, c'était bien dans mon alimentation. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin, oui, tout le monde, quasiment en France en tout cas, sait ce qui est bon pour la santé et ce qui est mauvais pour la santé. Le point, le point, comment je vais dire, le plus important aujourd'hui en termes d'alimentation, nutrition, c'est la motivation et surtout la motivation au changement de comportement. Ça aussi, dans le cadre du bien vieillir, c'est comment se motiver son entourage, ses patients en tant que médecin, à changer le comportement. Et ça, plus on avance en âge, plus c'est difficile de changer ses comportements, parce que ces comportements, on les a parce qu'on est bien avec eux. Il y a un enjeu sur les protéines. Alors, toute sa vie, vous savez qu'il y a dans les carnets de santé des petits garçons et des petites filles, les courtes qui montent, hein, la bleue et la rose, et puis après, il ne se passe plus rien. Et moi, j'aimerais bien que sur la carte vitale, on ait la poursuite. Hein. Alors, entre 20 et la petite soixantaine, on continue de grossir, moins vite. Et puis, il arrive un moment, on arrive à un plateau. Et après ce plateau, on va avoir une baisse du poids et de l'index de masse corporelle. On pourrait se dire, tiens, super, bonne nouvelle, on va finir Non, par un tir. ouais, bah voilà. Et ça, c'est le big warning de la fragilité. Il se passe quelque chose. Alors, sauf si on l'a voulu, hein, si c'est un amaigrissement volontaire, mais si c'est un amaigrissement involontaire, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de la vie où il se passe quelque chose. On risque de devenir très vieux, voire trop vieux, voire que ça se finisse mal. Et donc ça, c'est un truc très simple, et c'est ce que je disais là, sur la carte vitale, quand on voit chez les pharmaciens ou chez le médecin, pourquoi on ne pèse pas, et on regarde, hein, le médecin, quand il voit son plastron, et bam, allez hop, vous êtes sur le plateau, c'est bien, et ting. Alors après, ça dit pas ce qui se passe, hein, mais ça dit... C'est un signal. Et donc ce signal, ça dit qu'il faut aller chercher une pathologie, en général, mais attention à la dénutrition de la personne âgée. Et effectivement, quand on avance en âge, je ne peux pas te donner un chiffre d'âge, on a une diminution des apports caloriques, notamment une diminution des apports protéiques. On les assimile moins parce qu'on fait moins d'activité physique, et le premier tissu à souffrir de ce déficit d'apport en protéines, c'est le muscle. Et donc, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, avec tout ce qui va avec, hein, risque de chute, on marche moins, on va moins vers l'autre, dès qu'on est vite fatigué. Ok, parfait. Donc, si on continue nos biens, donc du coup, on a ensuite bien dans la relation aux autres. Ouais, alors ça, c'est majeur. Il y a eu des très, très beaux travaux scientifiques qui ont démontré que avoir une interaction sociale en dehors de sa famille, parce qu'avec sa famille, on ne sait pas violence, alors que quand on est en dehors de sa famille, comme toi, on sait, je ne peux pas dire que c'est violence, mais on sort de sa zone de confort de l'interaction sociale, ça augmente la longévité entre les hommes et les femmes de 11% chez l'homme et 14% chez la femme. Juste parce qu'il y a une interaction sociale. Alors après, on peut dire qu'il y a des difficultés d'interprétation de ce genre de résultats. C'est aussi parce qu'on sort, enfin, si on a une interaction sociale, en général, on est plus ouvert. En général, on parle plus une langue étrangère. Et donc, c'est une chance d'avoir une interaction sociale pour bien vieillir. D'accord, ça c'est intéressant, c'est qu'il faut toujours rester. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'on peut se dire, ça, je suis en interaction parce que je vois mes enfants, mes petits-enfants, mais il faut quand même aller vers des. Sortir sa zone de confort. Voilà, c'est pas ce point qui reste assez essentiel, aller vers des gens qu'on connaît pas forcément. Voilà, toujours continuer à découvrir, à être curieux. Donc, et puis, donc, dernier bien, donc c'est bien avec ma santé. C'est quand même dingue dans le pays de Pasteur qu'on soit comme ça complètement à l'ouest. Moi, à peu près à peine 15% des gens que je vois qui sont à jour de leur vaccin. Et des vaccins de base. Hein. Je sais, d'ailleurs, bonne question, suis-je à jour de Mais même dans le milieu hospitalier, chez les soignants. C'est cette culture de l'anti-vax. Non, mais alors sans être même anti-vax, comment on sait si on est à jour? Bonne question. Comment est-ce à savoir si... Je vais voir dans les... Ouais, alors faut retrouver déjà le carnet de santé qu'on a parfois égaré parce que alors dans ce moment déménager, ça peut... du coup, si on n'a pas le carnet de santé, par exemple. Bah, normalement, on va être 100 ans. Et bah, sinon, en route. Hein. Alors, on fait...
pas gênant. Pas gênant. D'accord. Et du coup, à tout âge, il est important d'être à jour de ces vaccins. Non, puis maintenant, on a des tableaux avec, en fonction des âges, tel vaccin, la fréquence où il faut le refaire, il y en a qu'il ne faut jamais refaire, et ainsi de suite. Mais c'est une catastrophe. Et c'est quand même la plus grande avancée en santé dans le monde depuis tout le temps. C'est le vaccin. Il y a les dépistages. Et là, entre 50 et 74 ans, on a la chance en France d'avoir gratuitement un dépistage du cancer du côlon. Hein, on va dans ses toilettes, hein, on prend un coton-tige, on met dans un tube et puis on envoie. Et s'il y a une recherche de sang positive, on a gratuitement la post-examen de coloscopie pour aller voir s'il y a un cancer du côlon. S'il y a un cancer du côlon qui est pris très tôt, ben, en général, ça se passe très très bien. Même chose pour la mammographie. Entre 50 et 74 ans, mammographie tous les 2 ans, gratuite. Là, c'est pareil, c'est même pas 50% de la population qui fait ce genre de test. On attend le cancer, et puis il est trop tard, et puis le cancer, il a coûté cher à la société, il a coûté cher à la personne en termes de qualité de vie, et puis en termes d'espérance de vie. Donc je vous dis, c'est un peu à mon sens de la société, hein, la santé française, le ministère de la Santé offre tout ça, et on fait pas ces vaccins, on fait pas on fait mal, on fait pas assez ces dépistages du cancer du sein et cancer du côlon. Alors pour revenir à ce qu'on appelle les troubles neurosensoriels, ça c'est assez récent. Alors dans les grands troubles neurosensoriels, il y a la vision et il y a l'audition. Alors mal voir, ça accélère le vieillissement cognitif, cérébral, et ça accélère également le vieillissement physique, puisque si je vois mal, bah, j'ai plus de difficultés à me mouvoir, genre le reste. Je perds de lunettes. Et donc, mal voir, alors il y a différentes pathologies, mais celle qui est la plus liée au vieillissement, enfin c'est pluriel, c'est la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous savez opérer la cataracte, c'est pas pour bien voir, c'est pour bien voir et protéger votre cerveau d'un vieillissement accéléré. Et on parlera tout à l'heure peut-être des fragilités. C'est une fragilité réversible. 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche, tu peux remplacer tes cristallins et tu redeviens un jeune du cristallin et de la vision. Non, mais ça change tout de mettre les choses en perspective, parce que du coup, c'est le vieillissement cérébral. C'est pas le fait de bien voir ou de mieux voir qui est là. Enfin, certes, c'est important parce que ça change la vie. Et c'est... Puis alors, pour l'audition, Ouais, pour l'audition, parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu moins, alors même si les choses, je pense que ça évolue quand même. alors ça évolue. Alors le premier signe de presbyacousie, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. C'est très joli comme nom. C'est-à-dire, c'est qu'on ne supporte plus le bruit ambiant. C'est-à-dire que quand on va dans un cocktail, alors ça peut être un hall de gare, ça peut être une réunion et ainsi de suite. Et moi, de père, là, du coup, Ça dépend des gares. Et si on se parle, je commençais à faire ça, tu sais, parce que le bruit ambiant va faire que j'entends plus, j'arrive pas à distinguer, discriminer ce que tu me dis. Et puis à un moment, je vais te dire oui, oui, oui. Puis en fait, ton information, je ne la capterai pas. Donc ça, c'est très, très sournois. Les gens s'en accommodent. Il peut y avoir, je monte le son de la télé et puis mon entourage me le dit. Et donc aujourd'hui, le meilleur test, c'est ce qu'on appelle l'audiométrie VRB, vocale réalisée dans le bruit. C'est-à-dire qu'on fait des tests avec un brouhaha qui monte et puis il y a un logiciel qui donne des phrases, il faut répéter des mots-clés. Donc si on perd 3 décibels, c'est pris en charge par l'assurance maladie et on prend soin avec un appareillage auditif. Fragilité réversible. Enfin, moi, s'appareiller, c'est pas pour bien entendre, c'est pour bien entendre et protéger son cerveau d'un vieillissement. Oui, là aussi, c'est ça, il faut bien mettre en perspective, c'est les impacts que ça a globalement et sur le cerveau, sur le vieillissement du cerveau. Donc, et du coup, il y a un point, c'est vrai, qui est aussi essentiel, c'est le sommeil. Alors, dans le sommeil, c'est le grand oublié du vieillissement. Dans le cerveau, on a un système lymphatique qui se met en route toutes les 20 secondes quand on met dans son sommeil profond, une machine à laver qui épure en fait le cerveau. Donc là, je fais très attention à ce que je te dis, pour pas dire de bêtises, et j'espère que tu m'écoutes avec attention. Et donc, on est en train de produire des protéines de manière intense, hein, parce qu'on sort de notre zone de confort actuellement, et on produit des protéines plein hein, dans notre cerveau, là on rend direct live, mais on produit notamment le peptide bêta-aminomide, on produit tau, phospho-tau, ça dit rien, mais c'est pas grave. Ce sont des protéines qui s'accumulent au cours de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Et ce système lymphatique de machine à laver, comme par hasard, épure
ces protéines quand on passe en sommeil profond toutes les phases. Au cours du vieillissement, on dort moins bien et on fait moins de phases de sommeil profond et on les fait moins longtemps. Alors, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie du sommeil, mais on sait que les patients atteints de maladie d'Alzheimer ont des troubles du sommeil et avoir des troubles du sommeil accélère le vieillissement cognitif. Donc ça a été clairement prouvé. Donc les conseils aujourd'hui, c'est d'être gentil avec son sommeil. D'être gentil tout court aussi. Quoi tous les jours. Donc c'est quoi l'hygiène sommeil aujourd'hui? C'est le noir complet dans sa chambre, moins de 19 degrés, pas de bruit, se lever et se coucher tous les jours à la même heure, pas de jet lag le week-end. On sait que les grands jet laggers, d'ailleurs, sont des gens qui vieillissent pas bien. Les personnes qui alternent, travaillent de jour, travaillent de nuit, vieillissent pas bien pour différentes raisons. Peut-être pour ce système lymphatique qui va plus très bien. Et puis la fameuse lumière bleue. Alors la lumière bleue, c'est la lumière qu'émettent les écrans, télévision, tablette, ordinateur et surtout les téléphones portables. Donc en fait, ces écrans nous envoient une lumière bleue qu'on ne voit pas, qui arrive sur notre rétine et qui va dire à notre cerveau, il fait jour. Et donc qu'est-ce qui se passe sur notre hormone du sommeil? L'hormone du sommeil, c'est la fameuse mélatonine, qui commence à monter vers 20h et qui a son pic vers 1h, 2h du matin pour avoir un bon sommeil. Et bien à chaque fois qu'on regarde un écran qui nous envoie la lumière bleue, le pic, il ne monte pas. Ce qui fait qu'on n'a pas de dose naturelle, endogène, interne, de mélatonine, et notre sommeil, il n'est pas bon. Et si notre sommeil n'est pas bon, on n'a pas les phases de sommeil profond comme il faut, et on n'a pas l'épuration de ces fameuses molécules. Voilà. Donc les conseils, comme là, relativement simple, pas d'écran dans la chambre également. Pas 1h30 avant. 1 heure avant. Ouais, 1h30 avant d'aller se coucher, donc faut arrêter les écrans à 20h30. Ah oui, là c'est tout, parce que j'avais eu 30 minutes, là on est 1h30. Et puis, normalement, pas de tabac, pas d'alcool le soir, on ne se revoit pas du soir, pas d'exercice physique intense le soir. Mais il faut vraiment être très gentil avec ton sommeil. Alors, parfait, je crois qu'on a fait le tour de nos 5 biens. Alors, peut-être juste en synthèse, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, et je trouve que c'est important d'avoir les idées claires. Moi, je vais dire un bien, et tu me dis ce qu'on fait, parce que tu l'as évoqué, mais comme ça permet de clarifier les choses. Alors, bien dans son corps. Marche, voilà. Bien dans sa tête, dire. bien dans son alimentation. 5 fruits, 5 légumes. Je pense qu'on va pas inventer d'autres notions. Bien dans mes relations aux autres. Sortez. Et rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça. Sortez de votre zone de confort. Et bien avec ma santé. Vaccin, dépistage, et puis vision, audition, sommeil. Globalement, c'est ça. Parfait. Bon, là, je pense qu'on a une vision très synthétique et vraiment globale pour donner toutes les chances d'un vieillissement réussi. Et c'est pas une pilule miracle. En fait, c'est vrai que tout ça a l'air simple, mais quand on met tout bout à bout, ça prend un peu de temps. Mais en même temps, vous êtes coché toutes les cases. Ce que je disais, c'est ça aussi l'important, c'est que moi, en tant que médecin, je donne la bonne parole de ce qu'il faut faire. Si vous en faites que 4 sur 5, c'est bien. Si vous faites 5 sur 5, c'est super bien. Voilà, si vous en faites 1 sur 5, c'est déjà bien. C'est bien, c'est très positif. Mais s'il y a un conseil, ça serait lequel? Pour bien vieillir, parce que c'est notre thème. Le conseil que tu me donnes au lit, c'est l'activité physique. Parce que donc la marche, c'est la plus simple et facile et elle est gratuite. Parce que l'activité physique, elle embarque tout avec elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une activité physique, on parlait de 30 minutes de marche soutenue au moins 5 jours par semaine. C'est des protéines qui sont produites par le muscle en activité qui ont une action anti-vieillissement et antioxydante dans l'ensemble du corps, notamment dans le cerveau. Quand on fait de l'activité physique, on a envie d'avoir une interaction sociale. On a envie de bien manger. En général, on n'est pas trop fumeur et pas trop sédentaire et pas trop alcoolique. Si on a un trouble auditif, on s'est appareillé. Si on a un trouble visuel, il y a une espèce de cascade bienfaisante qui... Merci pour votre écoute. L'épisode Bien vieillir, c'est maintenant touche à sa fin.
Pour découvrir d'autres experts et apprendre à bien vieillir, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube.